Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage, de retour en Martinique, de carnaval, de tradition, d'enseignement, de communication, peut-être de journalisme, même d'inclusion et puis d'Australie, je ne l'ai pas dit. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes épisode 186, c'est parti. Femme, 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 Femmes avec deux femmes, comme le mardi, généralement sur Zitata. Merci mesdames d'être avec nous sur ce plateau de Femmes. Il y a Audrey Maria Iacometti. C'est joli comme nom, Audrey Maria, ou Maria Audrey. Maria Audrey. Maria Audrey Maria Iacometti. Iacometti, oui. Avec nous, il y a aussi Marilyn Psyché-Salpêtrier. On a des noms composés aujourd'hui. Oui. Comment allez-vous, mesdames? Comment ça va? Très bien. Ça va? C'est un réel plaisir d'être ici et de découvrir Maria. Marilyn et Maria Audrey. On dit Maria Audrey? On dit quoi? Comment on dit? Audrey. On dit Audrey. Ben Audrey, voilà, c'est pour ça que j'ai exactement. commencé par Audrey. Audrey, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci Barbara de m'avoir sur ce plateau. Ça fait tellement plaisir d'être là. Après, bon, je suis Maria Audrey Iacometti. Je suis moitié italienne et moitié martiniquaise, du côté de ma mère martiniquaise et du côté de mon père italienne. Et j'ai fait un peu le tour du monde. Je suis journaliste, conseillère sociale, médiatrice socioculturelle et enseignante d'anglais. Et puis, tu es revenue en Martinique. Oui. Depuis 6 mois environ, depuis juillet de l'année dernière. Oui, 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 oui. Voilà, et on va parler de ça, on va parler de ce que tu fais, mais on va parler de d'où tu viens, ok, et notamment des pays où tu as vécu et de ton histoire. Merci beaucoup, Audrey, Merci, d'être avec Sarah. nous. Et tu es un petit peu émue? Un petit peu. Un petit peu, ça va aller, ça va aller. Marilyn Psyché-Salpêtrier, est-ce que tu peux te Bonjour présenter, s'il te Barbara. plaît? Bah écoute, nom du père, nom du mari, Psyché, c'est un nom que j'adore. Et le Y se retrouve dans tous les prénoms de la famille. Et, Oui. ah oui, donc la notion d'héritage et surtout de transmission, je crois que c'est ancré. Bah écoute, moi je suis aussi vraiment ravie d'être avec toi et avec Audrey aujourd'hui. Et écoute, Qui nous es-tu? allons, Qui es-tu? Qui Ah, es-tu? je suis une enseignante, formatrice. Donc en fait, je suis dans la transmission jusqu'au bout. Transmission par le volet culturel, l'association Recherche et Tradition. Transmission par mon métier d'enseignement. Et surtout, je me considère comme une activiste culturelle et un passeur culturel en tant qu'enseignant. Donc ça, c'est très important, cette responsabilité que j'ai, que j'endosse par mon métier et qui, en fait, finalement, trouve sa voie, qui trouve de façon rhizomique dans tout ce que je fais. Alors, c'est marrant parce que tu es assise là, mais on voit que tu es dans l'action. Ça se voit que tu es quelqu'un qui bouge, qui est quelqu'un qui est dans le mouvement. J'avoue que rester assise, je suis souvent debout, en fait. Oui. Et rester assise, c'est un peu compliqué pour moi. Oui. Et on dit qu'on a du sang italien, donc tu vois, on parle avec les mains. Toi, tu as dit ça italien? Il paraît. C'est vrai. Toi, clairement, tu es italienne. Tu nous as dit par ton père. Oui. Et tu es née où, alors? Je suis née au Brésil. Ok, mais c'est fala portugais, C'est j'entends. une histoire. Donc, tu es aussi brésilienne? Oui, Non, en fait. oui. non, oui, Raconte-nous un peu. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ma grand-mère italienne a une cousine qui est bonne sœur. Oui. Bonne sœur. Oui. Oui, oui. Et qui était au Brésil à l'époque, donc mes parents l'ont rejoint. Et ma mère m'a eu là-bas au Oui. Brésil. Mais en fait, je suis née très prématurée, en fait. Oui, je à suis 6 née mois. au 7e mois. 7e mois. Je devais naître en avril, je suis née en février. D'accord. Donc je risquais ma vie. Tous les jours. Oui, oui, oui. Les premiers jours de ma vie, on n'était pas sûr si j'allais passer La la nuit. nuit ou pas. Oui. Et donc, d'ici, on voit la raison pour laquelle j'ai ce prénom Maria. Marie, alors pourquoi? Parce que donc. Il y a une anecdote derrière. Oui. Alors, cette cousine bonne sœur, Oui. comme elle avait peur que je n'allais pas survivre, elle m'a baptisée en urgence.
Et, de crainte que tu meurs sans être baptisée. Donc exactement. Elle a, Et elle m'a consacrée à la Vierge Marie. Elle m'a D'accord. mis ce prénom comme... consacrée à la Vierge Marie. Oui, en fait, elle m'a mis Maria. Ok. Et après, quand j'ai survécu, voilà, je suis là aujourd'hui avec vous. Tant mieux. On est contente. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, finalement, tu as survécu, quoi. Oui, donc, oui, elle a oui. peut-être interprété le fait que tu continues à vivre comme un miracle. Oui, et comme c'était peut-être un miracle. lié à la Vierge Marie. C'était grâce à la Vierge Exactement, Marie. c'était c'est un ça? miracle pour Oui. elle. D'accord. Et après, bon, revenu en Italie, Oui. on a fait le baptême officiel quelques mois après. Oui. Et mes parents m'ont mis comme prénom Audrey. Audrey, d'accord. Parce que l'actrice préférée de ma mère était Audrey Hepburn. Hepburn, ok. Oui, oui, oui. Et donc, tu parles donc, forcément italien. On sent que là, le français Oui. revient facilement, quoi. Le Tu as parlé français quand? revient facilement, mais j'ai du mal parce que, effectivement, j'ai passé 10 ans à peu près à ne pas parler du tout français parce que j'ai vécu dans des pays anglophones et je parlais anglais 24 heures sur 24. Oui, notamment l'Australie, d'où tu viens, là. L'Australie et les directement. États-Unis. États-Unis, ok. Oui, Tu as vécu combien de temps aux États-Unis? 4 ans, Et en Australie? 8 ans. Et comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour aller dans ces pays-là? Donc, tu as grandi donc en Italie. En Italie, oui. Tu venais ici de temps en temps? Oui, 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 presque tous les ans en vacances pour voir ma famille martiniquaise D'accord. du côté de ma mère. Oui. Et après, bon, j'ai fait toutes mes études en Italie. Et après, quand j'ai eu ma licence en langue et littérature étrangère à l'université du Piemonte oriental et dans le nord de l'Italie, Oui. voilà. J'adore son accent. Oui. Oui. Oui, et je vais essayer de ne pas faire trop de fautes, hein, parce que quand même, Mais non, je mais suis tu parles très bien perfectionniste, français. voilà. Vas-y. Donc je disais que Tu as eu tes quand études? j'ai obtenu ma licence en langue et littérature étrangère, Oui. je suis partie faire un master en journalisme aux États-Unis, Ok, à Los Angeles. d'accord. Et après, je suis restée là-bas pendant 4 ans et j'ai travaillé là-bas en tant que journaliste avec des anciens camarades d'université. On a fondé ensemble un magazine qu'on appelait Musai Industries et qui s'occupait de faire la promotion des artistes dans tous les domaines, mais des artistes pas trop connus. D'accord. Voilà. Ok. Mais donc, vous avez beaucoup de points est lié, communs. en fait. Donc, toi, tu as fait des études de communication de journaliste. Alors, tu es enseignante? Tu as suivi une formation pour devenir enseignante? Oui. Oui. Alors à l'époque, ça s'appelait, maintenant ça s'appelle l'INSPE. À l'époque, c'était l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des enseignants. Et c'était une très bonne formation à l'époque, même si nous trouvions qu'elle avait déjà, elle était un peu critiquée, mais c'était une très très bonne formation. C'est moins bien maintenant? Mais Bon. non, il y a des, ça arrange. Comme ça tu va. dis à l'époque, on est amené à faire la comparaison. Non, mais on y travaille. Ceux D'accord. qui ont la charge des enseignants, de la formation des enseignants sont au taquet et apportent une bonne formation. C'est pas ça, c'est qu'en fait, régulièrement, à des périodes assez... il y a régulièrement des changements dans la formation ou dans les attentes ou dans les niveaux. Mais ça, c'est lié, aux réformes gouvernementales. Voilà, tout à fait. Chaque ministre Donc, de l'enseignement implique veut un sa certain réforme. nombre de contraintes qui parfois, ou bien le fait que par exemple, l'école d'application il y a une école qui est directement géographiquement accolée à l'IUFM à l'époque, ce qui permettait justement, encore une fois on parle de liens, de réseaux, les liens très facilement justement pour avoir la matière, travailler avec les élèves. Donc tu as fait des études pour être enseignante, mais aussi tu as fait des études de communication journalistique. Oui, alors en fait je voulais être journaliste au départ, je voulais être artiste, journaliste, et mon père m'a dit, bon écoute, artiste femme, à l'époque, hein, ça fait très très longtemps, artiste femme, bon je m'inquiéterais un petit peu pour que tu arrives à... on verra, mais commence d'abord un conseil, commence d'abord par assurer la base et après tu feras ce que tu veux. Et je voulais partir aussi aux États-Unis, mais nous sommes 3, on est très rapprochés. Donc du coup, j'ai cherché, et c'était en France qu'on partait, j'ai cherché en France et j'ai trouvé la seule université à l'époque qui faisait lettres modernes et communication et arts. C'était à Grenoble. D'accord. Et donc, c'était absolument génial. Donc, j'avais un double cursus. On a fait tous les domaines artistiques. Luc Besson est venu. On critiquait... on avait des exercices de critique de cinéma. Donc, je veux dire, ça a permis
de comprendre, de décortiquer la publicité. Donc le marketing tel qu'il est en ce moment n'existait pas, mais en fait on avait une connaissance de tous les domaines artistiques, de la communication dans sa globalité, l'histoire des médias, etc. Et ça t'a passionné. C'était fabuleux. On avait un nombre de cours extraordinaire, mais en fait c'était tellement intéressant qu'en fait ça nous portait, quoi. Et aujourd'hui tu formes les formateurs? Aujourd'hui, je forme les enseignants. D'accord. Et je forme les enseignants, soit qui sont néo, c'est-à-dire ceux qui commencent dans le métier, mais ceux qui le sont déjà depuis plusieurs années. Alors, dans les académies, ce qui est le cas dans la nôtre, il y a un groupe de personnes, formateurs, qu'on appelle conseillers pédagogiques, et comme le nom l'indique. Voilà, donc les conseillers pédagogiques départementaux, il y en a par discipline, conseiller pédagogique en EPS, etc. Et nous sommes deux, ma collègue et moi, elle, conseillère pédagogique d'éducation musicale, et moi, art plastique et du visuel, donc danse, cinéma, etc. Et en fait, ce qui fait que nous proposons des projets artistiques aux enseignants, avec toute une série d'étapes de formation avec des artistes dans des structures culturelles, Tropicatrium et d'autres structures. Hier, nous étions au CIP Paul Gauguin. Donc, en fait, nous allons là où se trouve l'art. Nous travaillons avec des artistes autour de projets. Et surtout, nous amenons l'art dans les classes et nous faisons les enseignants s'ouvrir à l'art pour que cette discipline rende vraiment son rôle. Mais tu interviens à tous les niveaux de la scolarité? Tout le primaire. Tout le primaire, d'accord. C'est-à-dire de la toute petite section jusqu'au CM2, des classes de SECPA, collège. Et puis depuis quelques années, il y a une relation qui s'est développée avec les collègues du second degré. Donc, nous faisons des actions comme Rally Art, par exemple, avec ma collègue du second degré. Je dis ça parce que je pense au fait que, il me semble, peut-être que c'est lié aux spécialités, mais au lycée, l'art disparaît à un moment. Non, il est là. Pas dans les filières générales. Alors, pas dans les filières générales, il faut avoir la spécialité. Mais je veux dire, il est là, mais il faut avoir la spécialité. Toute sa place, avec des places spécialisées. Mm. Mais là reste quand même le dernier roue de la carrosse et c'est un combat permanent pour pouvoir lui donner sa place. La dernière roue du carrosse. Oui. You speak English. C'est la créativité de la langue. Toi, tu es artiste aussi, Audrey? Oui. Tout à l'heure, elle parlait de musique, ça me parle. Ça me parle parce que moi, je suis... tu chantes? Je suis chanteuse, j'écris même des textes. Et tu es chanteuse quoi? Tu es chanteuse lyrique, tu es chanteuse J'ai pris des cours de chant lyrique parce que j'ai un timbre de soprano, même si ça ne se voit pas forcément, mais quand même. Mais j'ai un timbre de soprano. J'avais commencé à prendre des cours de chant lyrique, mais après j'ai préféré m'orienter vers la musique R&B et pop. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais en Australie? Je dis, donc tu as travaillé, donc tu as été formatrice aussi, toi. Là encore, un autre point commun. Tu as été formatrice, tu as élaboré des contenus pédagogiques, tu as fait... Oui. J'étais enseignante à l'école bilingue italienne, car là-bas en Australie, il y a une grande communauté italienne. Et j'enseignais même anglais pour les étrangers. Et après, ils m'ont même demandé de devenir conseillère sociale. Parce que j'étais beaucoup investie dans des causes sociales, par exemple la protection des femmes, des victimes de violences, des familles en difficulté, voilà. Et bon, ils m'ont demandé de faire ça, et ben moi j'ai accepté avec plaisir d'accompagner les femmes en difficulté. Et les familles en difficulté aussi. Je m'occupais des enfants et ça me manque un petit peu. C'est vrai? Oui, ça te manque? Beaucoup. Parce que j'ai l'habitude d'être beaucoup dans l'action. Voilà. Mais tu seras de plus en plus en action. Je vous propose qu'on fasse le premier stop dans l'émission Focus. On enchaîne dans Focus, mais voilà, le générique, le jingle et le générique. Mais là, en l'occurrence, le jingle est toujours le moment où on se parle. Mais là, je veux, moi, vous parler de deux choses. La première chose, je pense que peut-être vous avez vu ça, cette image que je vais vous montrer. Voilà, on voit le nom Kanye West, Bianca Censori. Je suis sûre que ça ne nous a pas échappé.
il y a eu cette manifestation qui est vraiment très, très, très regardée, les Grammys Awards, ok? Donc, c'est l'industrie de la musique aux États-Unis qui célèbre la musique. Et donc, il y a eu cette image de Kanye West, donc on connaît, hein, qui est un musicien artiste, avec sa femme, Bianca Censori d'ailleurs. J'ai pensé à toi, Audrey, parce qu'elle est australienne, je crois que c'est une architecte. Et alors, ils n'étaient pas spécialement invités, il me semble. Et cette femme, donc elle a son manteau de vison. On regarde l'image. Voilà, on voit. Elle a son manteau de vison et elle l'enlève. Et alors, en dessous, il n'y a rien. Il y a juste une espèce de vêtement qui ressemble à un bas de nylon, donc qui est d'une transparence absolue. Et alors, elle a ce geste un petit peu coquet quand elle est de dos. Elle tire sur sa robe pour couvrir ses fesses, mais ses fesses ne sont pas couvertes puisqu'elle est nue et elle se retourne. Et alors, cette image a fait le tour du monde, donc a déchaîné les réseaux sociaux, avec une question, parce que ce n'est pas la première fois en fait qu'on voit Bianca Censori dans un appareil un petit peu dénudé, on va dire. On va peut-être voir 2 autres images, ça s'est passé il y a quelque temps. Voilà, donc elle est en maillot de bain avec effectivement avec un collant certes, mais bon, voilà, et là elle est carrément en sous-vêtements, donc elle est très belle, hein, mais voilà, avec cet homme qui est toujours derrière, à côté d'elle, en noir. Lui pour le coup, il est en noir, il est vêtu des pieds à la tête, et de temps en temps il porte une cagoule. Là en l'occurrence il n'en a pas. On voit les marques de ses chaussures, la marque de ses chaussures. Cette image, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que tu l'avais vue, Audrey, cette image? Oui, oui. Moi, je l'avais vue ce week-end Oui. pendant les Grammys. Et ça m'a pas plu en fait, parce que je pense que cette femme-là, je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire, Oui. mais le fait qu'elle se montre comme ça, je pense qu'elle est sous emprise en fait. Qu'elle est sous l'emprise Sous de l'homme, l'emprise de de Kanye l'homme, West. oui, de parce Kanye que- West. Oui. Parce qu'il y a quand même des limites, hein, en fait, on peut s'habiller comme on veut, mais là, je trouve un peu trop. Et c'est quoi les limites, toi, que tu te poses, toi? Parce qu'on pourrait dire, on va arriver au carnaval, on va parler de ça, on va parler du carnaval actuel, il n'y a presque pas de limite dans la façon. C'est un contexte, c'est autre Oui. chose. Alors Oui, mais dis-toi les limites que tu en te fait, poses. parce que, je veux dire, une femme est libre de s'habiller comme elle veut, elle peut se mettre en mini-jupe, voilà, moi je ne discute pas sur ça. Mais quand on se montre presque nue, parce que Elle est la nue, dame là, elle est elle est nue, nue. elle est nue, Elle est nue elle est nue. complètement. C'est-à-dire que Elle a juste voilà. un voile transparent, on va Oui. dire, mais on voit tout en fait. C'est pas je trouve à mon avis que ce n'est pas une bonne représentation de la femme libre. Oui, Voilà. ça n'est pas une bonne représentation de la femme libre. Et alors, ce qui est quand même, parce qu'il y a un contraste aussi, puis il y a une mise en scène. On s'interroge sur le fait qu'ils étaient ou non invités. Bon, ça, je n'ai pas investigué plus sur ça. En revanche, donc, il y a une mise en scène, il y a une volonté aussi de faire le happening. Alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'art? Je suis en vison d'ailleurs. On ne sait pas la qualité du vison. Est-ce que c'est du faux vison, du vrai vison? On pourrait aussi se poser la question de la qualité du vison. Bon. Mais voilà, et donc il y a une mise en scène de ça. Je me tourne, je suis de dos, après je suis de face. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es l'artiste? Mais moi, je m'interroge plutôt sur a-t-elle une intention? Veut-elle dénoncer quelque chose? On peut déjà se poser cette question-là, surtout si c'est récurrent. On est habitué, hein, quand même, à ce que des stars fassent le buzz de cette façon, justement, pour pouvoir être dans la provocation. On a eu Madonna, on a eu d'autres personnes des médias qui, justement, de fait de leur... voilà, qui sont dans la provocation, soit pour pouvoir faire parler d'elles ou pour pouvoir dénoncer autre chose. Donc moi, je n'avais pas vu ces images. Mais qu'est-ce qu'elle dénoncerait? Je n'en sais rien. Parce que là, ce sera intéressant de le savoir. savoir. Non, mais là, en fait, moi, ce que je vois, parce que la personne connue, entre guillemets, elle est connue, elle, par rapport à Kanye West. Bianca Censori, australienne, je ne sais pas son âge. Du fait, regarde. Avant ça, je ne la connaissais pas, mais elle est toujours en compagnie, sans connaître leur histoire, elle est toujours en compagnie de Kanye West, qu'on connaît pour le coup, qui est connu pour... Du coup, nous la connaissons. De combien de fois avons-nous cité son nom, Oui. qui est écrit, qui est cité, qui est relayé? Donc, est-ce qu'elle porte en elle, est-ce que c'est une forme de marketing pour elle-même? Bon, je pense que non, mais en tout cas, du coup, elle devient connue, puisqu'on la cite. Oui, mais elle pourrait quelle l'être est l'intention? Est-ce que c'est connue d'une autre façon? Elle pourrait être d'une autre façon. Elle est connue là Tu par m'as la dit nudité. qu'elle était architecte. Oui, il me semble qu'elle est architecte. Elle est connue d'une autre façon, mais elle est connue là, elle est surtout la femme de Kanye West. Et puis, il y a Kanye des West qui lui tient la main, personnes Kanye West qui lui souffle quelque chose à l'oreille. On se demande d'ailleurs ce que Kanye West lui souffle. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre, en fait? Et puis cela dépend aussi de son degré d'inhibition aussi, hein. Donc c'est vrai que ne connaissant pas la personne, ne connaissant pas sa personnalité, comment les personnes quel est leur rapport au monde, comment ils sont dans leur... ce ne sont pas des excuses, mais questionnements.
mais c'est qu'en fait, c'est l'individu dans son rapport au monde. Oui. Si elles se sont suffisamment désinhibées. Oui, pour mais que ça elle la- est manifestement, voilà. mais la question ne se pose pas. Sauf si elle n'est pas sous emprise. Ou Voilà, elle est c'est ça la ou elle est question. sous emprise. Voilà. Sauf si elle Donc est en sous fait, il y a un emprise. certain nombre de questions à se poser pour comprendre ou pas. Peut-être qu'on n'a pas Décrypter, besoin de chercher à décrypter, comprendre oui. en réalité, ou peut-être aussi qu'on peut laisser glisser, ne pas forcément continuer à relayer ce qui est sa propre... Non, sa mais propre monstration. en même temps, c'est toujours le piège entre guillemets C'est ça. de la médiatisation, de la communication. L'événement, c'est les Grammys. À cet événement, il y a eu des choses extrêmement importantes Il y a une attention, c'est et notables volontaire. qui se sont produites. Par exemple, Kendrick Lamar qui rafle un certain nombre de prix. Par exemple, Beyoncé qui rafle le prix de la country pour la première fois pour une artiste afro-américaine. Néanmoins, il y a une volonté de faire parler de soi. C'est clair. Et donc, finalement, de faire une espèce de hold-up, entre guillemets, de happening sur le plateau, sur le tapis rouge. Et on en parle, mais ce faisant, ça dit des choses. Donc, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas les Mais ça réponses. dit des peu et ça permet d'interpréter. Et alors, un certain nombre de questions, c'était est-ce qu'elle est sous emprise et pas sous emprise? Et qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Kanye West avait besoin de faire parler de lui à travers elle. Puisque si tu dis qu'on ne sait pas s'il était invité ou pas, enfin, en tout cas, on peut se poser des questions. Ça plaît, ça ne plaît pas. On est quand même dans un monde particulier de la musique où certaines des artistes, surtout Oui, les oui, femmes, oui. quand elles sont sur scène, sont à peu près de la même manière. Enfin, pas autant Pas que autant. celui de tout à l'heure, mais je Oui, vois, oui, oui. je commente surtout les photos que Oui, je suis en train oui, de voir oui, en oui. Mais ce ça, moment, c'était pas les Grammys, qui sont en là. train de passer, Oui, voilà. oui, ok. Donc, mais il y a eu des choses qui sont allées très très loin. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc après, les limites sont de plus en plus repoussées. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Dans un contexte donné. Oui, Et, oui. Ok, donc ça c'était le premier focus. Le deuxième focus, un peu plus littéraire, on va dire. Donc c'est une étude en fait, en tout cas un article du think tank Terra Nova sur lequel je suis tombée. Donc on voit Terra Nova, think tank progressiste, séparation conjugale et reconfiguration familiale, un angle mort des politiques publiques. En fait, donc il y a plein de choses dans cet article. Donc je vous invite à aller le voir. Donc Terra Nova, vous allez vous taper. Il y a plein d'éléments, mais peut-être qu'on va reparler de l'article, mais j'ai pris un élément. Peut-être deux éléments. Alors, dans cet article, il est dit notamment, on cite les travaux d'Arnaud Régnier-Loilier, qui montrent que l'impact économique après une séparation conjugale, c'est-à-dire on est marié, on est pacsé, l'impact n'est pas aussi fort pour les hommes ou pour les femmes. Donc l'impact économique, ça veut dire qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que quand on est marié, on mutualise un certain nombre de choses, le loyer, l'électricité, éventuellement d'autres choses, ou bien la voiture, on achète une voiture, on l'utilise à deux. Eh bien, dans l'année qui suit la séparation, la baisse de niveau de vie pour l'homme séparé est de 10%. La baisse de niveau de vie pour les femmes est de 20%. Ça, c'est un premier point, on le garde en tête. Et puis, un autre élément qui a attiré mon attention, c'était toujours sur ce déséquilibre, en fait, après une séparation, l'analyse, en fait, du déséquilibre. Et alors, donc, l'article relate, la synthèse d'un essai de Titiou Lecoq, donc cet essai s'appelle « Le couple et l'argent », qui essaie d'analyser d'où ça vient. Alors, ça viendrait notamment du fait que dans le couple, la femme se charge de dépenses qui sont les dépenses quotidiennes. Faire les courses, payer les choses de la vie quotidienne, okay, parce qu'elle est dans la maison. Et l'homme, lui, se charge de faire des investissements, des choses un peu plus, massives, les placements financiers, l'immobilier. Et donc, quand le couple se sépare, ce que la femme a investi, eh bien, c'est parti par perdre des profits. Enfin, elle oublie, quoi. Tu as acheté des courses, tu les as consommées, il n'y a plus. Par contre, l'homme, il a fait des choses qui sont plus substantielles et qui sont plus pérennes. Et donc, ça crée ce déséquilibre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Audrey, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ça me fait penser à une sorte d'inégalité entre hommes et femmes. Ça l'est, oui. Parce qu'en fait, les femmes sont toujours celles qui souffrent le plus pendant une séparation. Et on ne les considère pas au niveau des hommes, et je ne comprends pas pourquoi, en fait, car on est dans une société de plus en plus moderne, tu vois. Et c'est triste de voir qu'encore aujourd'hui, il y a ces petites différences qui font quand même, qui mettent les femmes dans la détresse. Oui, bien sûr. Okay. Et donc, je suis pour l'égalité entre hommes et femmes, donc je souhaiterais vraiment qu'un jour, il y aurait, pendant une séparation,
Oui. les mêmes niveaux de Niveau de le même revenus. pourcentage. Mais alors, Voilà. mais alors, si tu veux, ce qui est intéressant dans le premier fait que je relatais, là, les 10% pour les hommes de baisse de niveau de vie et les 20%, c'est parce que la situation qui préexiste est une situation inégalitaire. C'est parce que les femmes au travail gagnent moins d'argent que les hommes aussi, même si ça tend en France à se réduire. Qu'est-ce que ça t'inspire, Marilyn Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle met en lumière des choses qui sont rarement avouées par pudeur de la part des femmes la plupart du temps. Les hommes n'en parlent pas. Et puis, il y a aussi cette espèce on en parlait, de laxisme et de laisser aller par parfois l'institution judiciaire. Par l'institution. Parce que dans, excuse-moi de t'interrompre 2 minutes, Marilyn, mais dans cet article qui est vraiment très, 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 très dense, il y a aussi l'idée, on parle beaucoup de la séparation et de la pension alimentaire. Et il y a quelque chose qui est évoqué, notamment le fait que dans le cas de séparation où la pension alimentaire serait réclamée à un homme en situation précaire, eh bien, on passe dessus. Le juge dit même, il est en situation précaire, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, quoi. En fait, il dit pas ça comme ça, mais en fait, ça n'est pas exigé. Et l'autre fait qui est aussi décrit, c'est que la pension alimentaire n'est pas réclamée par les femmes le plus généralement, quoi. Elle ne réclame pas, donc finalement, elle reste dans une situation qui se précarise aussi. Alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi elle ne réclame pas, mais c'est vrai qu'il est vrai aussi qu'il faut savoir que réclamer la pension, ce sont des démarches, c'est coûteux, c'est du temps, chose qui est injuste. À partir du moment où c'est dans la loi, les femmes ne devraient pas avoir à se battre encore. Et en fait, peut-être qu'elles ne le réclament pas parce que c'est un combat de plus. Et ce qui est quand même, ce que ce type d'article et d'enquête révèle, c'est ce que nous savons certes, mais ça le met en lumière, c'est le fait que tout repose sur l'idée, sur l'idée que tout ce qui concerne le foyer, même si la femme est active et qu'elle travaille, le foyer, la maternité, les enfants incombent à la femme. Et donc, de ce fait, ces dépenses qui sont incompressibles et qui ne sont pas capitalisables sont les siennes. Et surtout qu'elles ont déjà à se battre pour pouvoir gérer un certain nombre de choses, dont cette pension alimentaire. Mais alors, il y a tellement de combats. Relever le... Mais mais en fait, c'est ça. Hein. Malheureusement, c'est ça, c'est un combat de trop. D'être combat de trop. Et puis, il y a aussi des pressions, il y a aussi la peur, qui est, on le sait, beaucoup de femmes sont cette fois pas sous emprise, mais sont inquiétées, donc n'osent pas demander la pension. Mais malheureusement, je trouve vraiment, cet article relève quelque part de façon implicite à la fois ce laxisme et cette tolérance pour l'homme, alors que cela ne devrait pas, et l'égalité qui est dans la Constitution, et pour lesquelles beaucoup de parlementaires se battent, devrait au moins être à ce niveau-là pour pouvoir réguler un peu les choses et alléger la charge mentale sur les femmes lors d'une séparation. Très bien. Mot de femme. Voilà, je suis avec Maria Audrey Iacometti. Est-ce que je le dis bien? Parlo italiano. Parlo italiano perfettamente. Oh, molto obrigada. Avec donc Maria Audrey Iacometti et Marie-Laine Psyché Salpêtrier. Qui n'a pas directement de sang italien, mais sait-on que dans le peuple martiniquais, il y aurait 11% de sang italien, puisqu'on sait que dans notre histoire, nous avons été un carrefour de toutes les cultures et que nous sommes le résultat d'un polysyncrétisme, donc plusieurs peuples d'Europe, dont l'Italie, plusieurs peuples d'Afrique, plusieurs peuples d'Amérique, et dont nos ancêtres Kalinago. Donc, je veux dire, dans ce polysyncrétisme, il y a effectivement un peu d'italien et qui fait que on parle fort, comme on retrouve au Brésil, on parle fort, on parle avec les gestes, et comme aussi un peu en Afrique. Ou italien. Et puis tu as oublié les Indiens, madame, les Indiens d'Inde, de Calcutta, de Madras, mais je ne les ai pas cités tous, parce que là c'est la deuxième vague, les Indiens, les Syriens, moi, je les me autres sens concernée par Mais les nous sommes Indiens. le peuple, nous sommes, comme disait Glissant, le creuset du monde. Nous représentons le monde. Nous sommes le monde. Alors, on va demander une question. Alors, transition tout trouvée pour demander à Audrey Maria Iacometti, dont la mère est martiniquaise,
pourquoi tu es revenu? Tu nous as dit que tu revenais régulièrement, mais pourquoi tu es revenu? Et là, tu as posé tes valises, mis moi dans la caille, moi c'est la mentalité. Tu comprends Oui. le créole? Oui. Ok. Pourquoi Je tu es ne parle revenu? pas, mais Pourquoi tu es revenu après ce tour du monde et cette période longue en Australie? Eh bien, simplement parce que quand j'étais plus jeune, ça n'avait pas cet effet-là, mais en grandissant, j'ai ressenti un appel de retour aux sources. Voilà, j'avais besoin de me reconnecter à mes racines. Et la Martinique, j'avoue que ça a toujours été un endroit pour moi où je me sentais bien, épanouie, libre, heureuse, pas jugée, parce qu'il faut quand même dire que j'ai grandi dans le pays l'Italie. Alors, je ne vais pas parler mal de l'Italie, pas du tout, parce que je suis fière de mon appartenance à cette culture-là. Oui. Mais à l'époque où j'ai grandi, moi, c'était le début des années 90. Et il faut dire que même si ce n'est pas direct, on va dire, mais il y a un petit niveau de racisme quand même en Italie. Ou du racisme. Oui, du racisme, je vais le dire. Oui, oui. Mais moi, Tu as connu ça, toi? ça m'a jamais concerné directement, mais ça se voyait. C'était les petits regards, voilà, les petits commentaires. Quand je me promenais avec ma grand-mère, par exemple, blanche, j'avais toujours droit à des commentaires, mais c'est pas possible, elle peut pas être sa petite fille, ok. voilà. Et après, comme je suis métisse, j'ai eu même ce problème d'identité quand j'étais adolescente surtout, car je ne suis pas noire et pas blanche. Oui. Donc j'ai eu un grand travail à faire de recherche d'identité. Et le fait d'être en Italie, ça ne m'a pas aidé du tout. Oui. Parce que j'étais la seule noire, on va dire, de la classe. Dans quelle région? Dans le nord. Dans le nord. Dans le nord, donc c'est encore pire. Parce oui. que j'étais dans le sud, c'est bien différent. Oui. Mais dans le nord ouest de l'Italie, quand même, c'était plus. C'est pas les plus progressistes, toi. Oui, et encore aujourd'hui, malheureusement, on le voit au quotidien. Oui. Il y a beaucoup de familles métissées dont les enfants n'ont pas le droit d'avoir des postes en communication directe avec la clientèle. Voilà. Même s'ils ont fait les mêmes études, ils ont les titres pour avoir une profession en face du public, mais il n'y a pas de présentateur, par exemple, noir à la télévision en Italie. Tandis qu'en Allemagne, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui vivent en Allemagne, il y a des présentateurs noirs. Elle est plus ouverte comme mentalité. Tandis que l'Italie, elle est encore, je trouve, trop fermée. Oui. Et ici, donc tu es revenue, tu as posé tes valises. Comment tu t'y sens? Parce que tu as toujours été heureuse. Est-ce que tu es contente de ce choix? Est-ce que tu es contente? Oui, je ne regrette pas du tout. Parce que ça faisait quand même un peu de temps que je ne revenais pas. Parce que la dernière fois que j'étais revenue en Martinique, c'était en 2019, juste avant le Covid. Voilà. Et après, bon, je suis repartie en Australie parce que j'avais fait quand même une petite parenthèse de 2 ans où je suis rentrée en Italie. Et après, je suis repartie en Australie en 2020, mais pour Sydney, pour la direction de Sydney, parce qu'avant, je vivais à Melbourne, donc c'était 2 villes complètement différentes. Et l'Australie m'a beaucoup apporté. Soit professionnellement, soit personnellement, car je me suis créé mon entourage là-bas. Mais j'ai ressenti cet appel de revenir ici. Et c'était le moment. Alors, tu n'as pas encore vécu de carnaval depuis que tu es revenue. Oui, mais je l'ai vécu quand j'étais petite. Oui, quand tu étais petite. Mais non, mais quand tu étais petite, c'est pas le carnaval d'aujourd'hui. Le carnaval d'aujourd'hui sur lequel travaille Marilyn, notamment avec son association Recherche et Tradition. C'est vraiment tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la transmission. C'est tes parents qui t'ont transmis ça, non? Tout à fait. Oui, parce que tes parents, c'était un peu les gardiens de la tradition. Ils ont créé une association des années 89, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était déjà des gardiens de la tradition, mais eux-mêmes, ils étaient déjà dans un bon terreau, parce que ma mère faisait partie des 16 premiers choristes de Paulette Nardal à la Courage Joie de chanter, et donc elle les a récupérés dans la rue où il y avait la rue de la Croix-Mission,
qui s'appelle maintenant Martin Luther King, Tout a du sens. On est toujours dans la question de relation. C'est là qu'elle habite. Non, c'est pas possible. Non, mais Non, mais vous avez, ça je pense que Glissant doit être là, non, mais je ça arrive pense. Parce souvent, que... là, vous avez dit. Alors donc, oui. Et donc, parce que c'est les neveux de Paulette Nardal habitaient, une partie d'entre eux habitaient dans la rue, donc voilà, on a fait ils ont fait du ramassage, etc. Les maris s'y sont mis, les frères, les sœurs, etc. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà un terreau. Oui. Et donc, il y avait un groupe d'amis qui faisaient déjà un certain nombre de choses. Et avant de s'appeler Association Recherche et Tradition, jusqu'en 89, c'était le groupe Psyché, Oui. du nom de mes parents. Parce qu'effectivement, si c'est ma mère qui avait initié les choses, si c'est elle qui faisait les recherches, qui était en relation avec la mémoire vive, elle allait sur le terrain avec Ina Césaire, qui était anthropologue, pour récupérer la matière, les souvenirs, la mémoire. Et mon père la soutenait totalement. Et il était là. D'ailleurs, le mercredi des cendres, il était souvent habillé en la gablesse, alors que c'est une tenue de femme. Mais ça, c'est parce que dans notre carnaval, homme, femme, voilà, tout c'est l'inversion de tout. Et le burlesque, etc., mais avec cette charge sacrée et rituelle. En tout cas, à un moment donné, en tant qu'enseignante, déjà, ma mère, toujours l'esprit de transmission, c'était un peu plainte auprès. Mon grand-père lui dit, au lieu de te plaindre, agis. Fais quelque chose. On fait. Et donc voilà, ça s'est lancé, les amis ont suivi, elle a embarqué les amis, la famille, c'est devenu donc un groupe d'amis et de famille. Et nous, enfants, nous étions là, nous avons appris à faire, enfin voilà, nous étions dans les... C'était une éducation à la fois silencieuse, mais en même temps explicitée. Et alors, le carnaval, parce que donc, tu es une sachante là sur le plateau, donc il y a des personnages sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous avez fait de la recherche, des personnages qui sont des personnages traditionnels. Par exemple, Marianne la Pauvre-Figue, Negrossi, est-ce que tu connais ça Marianne la Pauvre-Figue, est-ce que tu connais, Audrey? J'ai entendu. Mais... Ok. C'est quoi Marianne la Pauvre-Figue? Alors, la Marianne la Pauvre-Figue, c'est un de nos personnages que nous plaçons dans le panthéon des masses traditionnelles du sacré. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, comme Marianne la Pauvre-Figue, Diable Rouge, on dit Papa Diable ou Diable Rouge, Maslan Mort, Nègre Sirop, la Gablesse, qui viennent, en fait, qui ont leur origine dans des rites rituels, dans des processions, des mascarades africaines. Et elles sont la résurgence d'une mémoire résiduelle de nos ancêtres africains, esclavagisés, qui les ont conservés, qui ont transmis de façon cachée à certains initiés pour que cela puisse perdurer. Et Marianne la Pauvre-Figue, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'exemple type d'un élément, d'un personnage qui, pendant des décennies, même quand j'étais petite, en fait, a été, on pourrait dire, presque protégé en faisant croire... Si, il y a eu la transmission, mais en faisant l'histoire qui était racontée, l'histoire originelle, était celle d'une ours qui était venue avec un cirque à Saint-Pierre avant l'éruption de 1902. D'où son nom, Marianne, d'où son déplacement un peu ballot, le fait qu'il y avait la chanson, le dompteur lui disait « Tournez, tournez, Marianne, dansez, dansez ». Mais ça s'arrêtait là. Et en fait, les recherches que ma mère avait commencé, Thierry Létang en tant qu'anthropologue et d'autres, et moi je les ai continuées, d'autres aussi comme Tambou Bokandal ont continué. Nous sommes plusieurs vraiment à nous attacher à cette question de rechercher les origines. En fait, nous nous sommes rendus compte que comme beaucoup de choses, c'était un leurre, la voie du détour pour faire préserver. D'accord. Mais ce personnage, il avait totalement disparu. Complètement disparu. C'est dans les années début 80, 84 que justement l'association Recherche et Tradition, on a mis une centaine dans les rues de Fort-de-France et depuis, tout le monde les connaît, tous les enfants les connaissent. Je reviens un petit peu sur la transmission. Tu dis que donc, ce sont des personnages sacrés, donc ils ont été protégés, etc. Ils ont disparu, ils sont revenus. Mais est-ce qu'il y a eu, comme dans d'autres cas, par exemple le cas du Bellay, par exemple, il y a des choses qui viennent, si tu veux, la source. L'élément premier vient d'Afrique ou vient des personnes mises en esclavage, mais il y a une forme de martinicanisation du tambour. Tu vois, il y a des rythmes qui sont une espèce de syncrétisme, une espèce de migan martiniquais. Il y a une recréation. Une recréation. Il y a une Est-ce recréation. qu'il y a une recréation de ces personnages? Il y a une recréation de tous ces personnages parce que... Mais excuse-moi de t'interrompre, Marilyn, mais quand tu fais tes recherches, tu vois qu'ils ressemblent étonnamment à d'autres
d'autres personnages. Parfaitement. Et justement, dans le cas de la pays Marianne, lui, en fait, on retrouve en la Marianne plusieurs origines. D'accord. Comme les Gungun du Bénin, le Kumpo sénégalais qui tourne, il a le fait d'être fait en fibre, le Zangbeto béninois. Alors, il semblerait que la Marianne aurait une fonction. En fait, on n'a pas encore trouvé. Nous n'avons pas encore la certitude de la fonction auquel elle se rapporte. Donc là, on parle avec précaution. Mais en tout cas, par exemple, nous avons eu cette année, en décembre, une rencontre de masques. Des Sénégalais sont venus avec un autre personnage de rituel sacré sénégalais, qui est le Kankuran. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, faits de fibres, la même couleur. D'ailleurs, l'artiste Nicolas Dernier a fait une photographie extraordinaire, les deux collent les épaules. Mais en fait, ils n'ont pas du tout la même fonction, ni la même origine. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Et alors, une question plus générale sur le carnaval. Oui. Aujourd'hui, alors, mon interprétation, enfin, mon analyse du carnaval, c'est vraiment... Donc, il y a deux types de carnaval, j'ai envie de dire. Il y a le carnaval où il y a toujours les groupes, y compris les groupes, les Negro-Siro, les Marianne la Pauvre-Figue. Toi, tu es dans la rue avec ton groupe. Et puis, il y a aussi le carnaval exutoire. Le carnaval, on est déshabillé. Le carnaval, on est jury, etc. Est-ce que dans tes recherches, le carnaval, quel est le sens? À quel moment on fait carnaval? Alors, le carnaval, il y a le carnaval à Venise aussi. Il y a le carnaval à Venise. D'où vient le carnaval? Est-ce que tu as la réponse à ça? Et puis, est-ce que cette évolution, et à l'époque, quand on faisait carnaval, même si ça vient d'Europe, quel sens ça a? Oh, beaucoup de questions dans ta question, mais ça fusionne. Ça. En fait, il faudrait... on a une conférence mais le 11 février sur les origines. Non, mais excuse-moi, Marine, au moment où on fait l'émission, bien sûr. La conférence sera passée, donc à toi de nous dire. Voilà, mais il y a plusieurs conférences en tout cas. Venise est une des origines du carnaval que nous avons. Lui-même, notre carnaval, il est à notre image. Il est aussi ce polysyncrétisme, il est aussi métissé que nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se plonger dans l'historique de notre carnaval, parce que nous retrouvons des explications à ce que nous sommes dans l'histoire de notre carnaval et vice-versa. Donc, par exemple, alors, la liberté transgressive, etc., c'est pas que dans la nudité. Le côté liberté à tout prix, il est dans l'expression de soi, l'expression corporelle et gestuelle. Si je veux m'amuser dans le carnaval à faire comme si je suis folle, en fait, je ne serais pas folle pendant le carnaval. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'on est vraiment l'autre part de tout. Et ça a toujours été ça. Et ça a toujours été ça. Alors évidemment, il y a eu des variables, parce qu'il y a eu des temps miséreux, des temps compliqués, les périodes de guerre. Mais le carnaval de Venise est un élément très très fort dans le carnaval que nous avons ici. Puisque, pour faire très court, il a fait cette trajectoire, carnaval de Venise, arrivé à la cour du roi Louis XIV, qui est repassé par ici, et qui fait qu'on a... il arrive quand ici, du coup, on le sait? Alors, le carnaval, oui. Alors, ce ne sont pas mes recherches, c'est celles des ethnologues et des historiens. Donc, il arrive quand? Mais il s'avère que dans mes études en lettres modernes et communication, on nous parle de ce fameux jour qui n'était pas encore un carnaval dans le Moyen-Âge français, ce jour du fou, ce jour du roi, qui portait plusieurs noms, qui était un lundi et un jour d'inversion, où en fait tout était permis, les hommes s'habillaient en femmes, parfois en femmes enceintes, les seigneurs s'habillaient et faisaient les tâches de leurs serviteurs et vice-versa, et c'était très intéressant, le seul jour où ils avaient le droit d'injurier et de dire tout le mal qu'ils pensaient de leur seigneur sans risquer la punition ni la mort. Mais ça, c'était en Europe, ça? Ça, c'était en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons... Les Français arrivés ici sont ceux du XVIIe aussi. Et donc, c'est rentré dans ce carnaval. D'accord. Il est arrivé avec le couple du Parquet. Il y en a qui réfutent l'origine européenne, mais elle est visible, elle est tellement explicite. Elle est arrivée avec le couple du Parquet. Au milieu du XVIIe siècle, tout à fait. Enfin, un petit peu après, parce qu'il y a eu d'abord des Nobuc en 1935, et eux, c'était en 1946, si ma mémoire est bonne. En tout cas, au milieu du XVIIe. Et c'était un couple qui festoyait énormément et qui sont revenus avec leurs habitudes de fêtes grivoises, orgiaques, et pour marquer sa puissance auprès des autres colons. Dans notre carnaval, il y a eu cette forte charge aussi africaine. Puisque comme ils festoyaient énormément, il y avait un peu de laxisme à des moments donnés, voire un peu plus de laxisme dans cette époque hautement esclavagisée. Donc, ce qui fait que ça laissait un peu plus de place aux pratiques africaines, multiples, différentes,
Et donc, ce carnaval est devenu celui que nous avons, qu'on retrouve dans toute et qui évolue, la Caraïbe et les Amériques. C'est oui. le premier carnaval de la Caraïbe et des Amériques. Il est né ici. Ah, d'accord. Absolument. Donc tu vas faire le carnaval? Oui, bien sûr. Tu vas courir le vider, tu vas te déguiser, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être. Et dans le panthéon là, des costumes dont nous a parlé Marilyn, donc Mariana Poffig, Tu as le choix. tu as le choix. Toi, tu te mets en quoi? Ah, mais moi, je change tout le temps. J'adore être en Marianne Lapoffig, j'aime être en Zoula Grimace, où tu fais les grimaces comme les peuls. Oui. J'adore être en la Gablesse, mais là, c'est que le mercredi des cendres. Et Moko Zombie, on va Moko pas- Zombie, on va pas alors trouver Moko il y a Zombie. quand même, on en a avec Jean-Claude Lamourondière qui en a fait, qui a formé des gens. C'est quoi? Dis-nous ce que c'est. En Moko Zombie, c'est les échassiers. Voilà. Et cela nous vient plutôt de la deuxième ou troisième vague d'engagés africains D'accord. qui sont venus ici. Et on les trouvait beaucoup à Fort-de-France. Et Vaval, le personnage, parce que pour nous, c'est important le carnaval, Ouais. c'est le moment effectivement de la transgression, de la satire sociale, de la critique. Le Vaval, le personnage de Vaval, c'est un personnage qui est traditionnel ou c'est un personnage qui nous est propre? Et puis avant, il y avait les bois-bois. Ouais, les bois-bois. Il y en a moins Il y en a maintenant. beaucoup Il y en a moins, moins ça. maintenant, il y en Je a crois que moins. les gens ont envie d'avoir les mains libres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu C'est sais une ce que c'est, Audrey, hypothèse. le bois-bois? Le bois-bois, tu sais ce que c'est, le bois-bois? Est-ce que tu sais ce que c'est? En fait, c'était moi, quand j'étais un gamine, mannequin. c'est un mannequin, mais qui est plus petit que Vaval. Voilà. Et puis, il y a une inscription généralement, et puis on tourne en dérision. Il représente voilà. généralement un humain, donc tu vas prendre un coco sec que tu vas mettre au bout d'un bâton, tu l'habilles, tu lui mets un nom, il va ressembler, on le fait à l'effigie de quelqu'un ou d'une situation, Oui. et tu as intérêt à avoir été très sage jusque-là, parce que tu peux devenir le bois-bois, Oui. et tu es tenu dans le vidé, Tu donc il vas mettre à la dépasse fête, tu vas mettre à la du fête, vidé. tu vas mettre Mais à il la a fête. plusieurs origines, aussi Oui. bien européennes qu'africaines. Très Autant bien. nos ancêtres africains, lui, ils le noyaient à la rivière, Ah oui. en Europe et en Italie, Oui. on le brûlait. D'accord. Voilà. Et donc le Vaval, je te posais la question et je suis passée à une autre question. Bien sûr. Donc Vaval, c'est propre à nous, c'est aussi... Oui, du coup, il est propre à nous, puisqu'il a aussi toutes ses origines D'accord. européennes et africaines. Est-ce que tu as une idée de qui sera Vaval cette année? Je ne dirais rien. Tu sais? Non. Qui c'est que ça pourrait être? C'est généralement quelqu'un qui a fait l'actualité. Donc si c'est pas Audrey Petiteux, c'est le préfet. C'est pas le préfet, c'est Bernard Ayotte. Si c'est pas bien, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait? Ouais, c'était la crise En fait, sociale. depuis quelque temps, comme les Vaval, les gros Vaval ne sont plus tellement à l'effigie d'une C'est vrai, personne. c'est vrai, c'est Ils vrai. représentent plutôt des entités, des situations, problématiques, des problématiques. Oui. Bon, mais parce qu'aussi dans le carnaval, il y a la question politique. Normalement, on est Non, mais censé... il y a une impression Mais que c'est ça. on a plus peur qu'avant. quoi. C'est J'ai pas qu'à mettre Alors, tout le monde dans la fête c'est pas directement. l'artiste qui a peur. Oui. D'ailleurs, parfois, l'institution passe derrière l'artiste Oui. pour défaire des Oui. choses qu'il a faites. Oui. Parce que justement, c'est un moment de critique et de satire politique, Mais mais le politique ne permet pas le faut qu'on soit politique. C'est politiquement correct. l'institution. Voilà. Alors qu'avant, on était plus cash. C'est pour ça qu'il y a d'autres plus petits Vaval. Oui, Et des puis c'est bois-bois. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a Et des les chansons. Bradjak. Et puis il y a des chansons populaires Exactement. qui sont un peu plus directes et qui. Et donc on généralement, trouve tout oui. sur les Bradjak. Oui, il y a les Bradjak. Alors sur les aussi. Bradjak, il y a tous les mots, tout ce qu'on peut plus voir sur le Vaval sont inscrits sur les Bradjak. Et les Bradjak, ça nous est propre. Absolument. Alors là, pour le Nous coup, avons tellement d'originalité dans notre carnaval. Non, mais là, si tu veux, ça célèbre la voiture reine. C'est ça, la voiture qu'on ne pouvait pas avoir. Et celle-là, alors à l'époque, elle n'était fait pas du bruit. transformée, hein, parce qu'elle était déjà vieille. Donc tu la sublimais. Mais les Bradjak, les La Gablesse, le Mercredi des Oui. Cendres, tout ça. Le nègre, moi j'aime le nègre aussi. Et le nègre au Moi, sirop. je veux Mais le mettre un nègre au nègre au sirop, sirop, on le moi, cette retrouve année. partout. Oui. Parce que c'est nous. Oui. Il est symbole de liberté. Oui, oui. Et il a aussi une origine en Afrique. Bon. Mais tous ces éléments-là que Oui. j'ai cités sont propres à la Martinique. Super. On pourrait l'écouter 2 heures, 4 heures, mais il nous reste très peu de temps et il faut que vous répondiez à ma question rituelle, à une de mes questions rituelles. Je vais vous parler d'un homme, l'homme qui vous inspire, l'homme que vous n'aimez pas, l'homme. On commence par toi, l'homme. Ok. Un seul? Un. Ah, bon. Alors du coup, non, parce que j'aurais pu parler de mon mari, mais du coup, je vais parler de mon père. Vas-y. Comment Ouais, il s'appelle? parce que Fernand. Fernand Psyché. Et quand j'étais jeune, j'étais garçon manqué. Et je le copiais, je m'habillais comme lui. C'est lui qui m'a appris à dessiner. Il était ingénieur en bâtiment et architecte, Oui. mais il dessinait. D'accord. Et je suis ambidestre comme lui. Et comme beaucoup finalement de scientifiques, la main droite était pour les sciences et la main gauche pour l'art. Ok. Et voilà, donc je suis artiste grâce à lui. Un homme. Mon grand-père.
Comment mon s'appelle-t-il? grand-père d'Italie. Oui. Il s'appelait Pierre Piero, en français, ouais. oui. Il est malheureusement décédé maintenant, mais il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a transmis les valeurs que je défends aujourd'hui, de me battre toujours pour des causes que j'ai à cœur. Ensuite, il bossait énormément, c'était quelqu'un qui travaillait énormément et de très moderne aussi comme mentalité. Par exemple, il a accueilli ma mère noire Oui. comme si c'était sa fille. Oui. Il n'a jamais fait de discrimination, pas du tout. Il était très ouvert comme mentalité. Et c'est quelqu'un de très, très sensible, même s'il ne le montrait pas, parce il avait vécu dans une autre époque où il ne fallait pas trop montrer des sentiments, des émotions, voilà. Mais il me prouvait son amour. Et comme j'étais sa seule petite fille quand même. Tu étais gâtée. Oui, très gâtée. Et il m'a beaucoup poussée. Il m'a toujours dit, si tu tombes, c'est pas grave. Tu auras toujours la force de te relever. Ok. Suis ton inspiration, va jusqu'au bout et tu vas bien réussir dans ta vie. C'est lui aussi qui m'a donné l'inspiration de partir en Australie. Parce que quand j'étais petite, je regardais avec lui des reportages sur l'Australie. Et il avait l'un de ses meilleurs amis qui était parti en Australie, migré en Australie après la guerre. Non? Et il me disait tout le temps, mais un jour j'aimerais t'envoyer là-bas pour apprendre l'anglais. Pour améliorer l'anglais, car j'ai toujours aimé les langues depuis toute petite. Non, je maîtrisais très bien l'anglais et j'étais fascinée par l'Australie, par les images, par les animaux, par la nature. Voilà. Et c'est lui, en fait, qui m'a donné cette envie de partir en Australie. Ok. Jingle, le mot de la femme. Quand retentit ce jingle, ça veut dire qu'il nous reste un peu moins d'une minute pour conclure. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Audrey? Maria Audrey Iacometti. Alors déjà, Barbara, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir été là. Et voilà, et merci beaucoup de t'avoir connue, ça fait énormément plaisir. Et puis, je souhaite le meilleur pour ton émission, car je la suivais déjà depuis l'Australie. Hein, depuis l'Australie, elle suit l'émission. Oui, je l'ai connue depuis là-bas. Merci beaucoup. Et je l'ai même montré à mes amis australiens. Donc on est connus. C'est ta on est connus. On est connus en Australie. Merci beaucoup. Oui, parce que vraiment, franchement, tu mérites, parce que c'est une émission vraiment qui se concentre sur les femmes et c'est un format que j'admire beaucoup. Okay. Et elles disent ce qu'elles veulent dire, les femmes, sur le plateau de Forme. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. Marilyn, le mot de la forme, ce serait quoi? Écoute, merci à toi aussi, par ton émission, de mettre en valeur ce que nous sommes. On n'a jamais autant parlé de forme à la fin de forme. Voilà, de mettre en valeur ce que sont les femmes. Tellement de femmes merveilleuses, inspirantes, qui montrent la voie et surtout qui, on espère, vont résoudre cette question d'égalité hommes-femmes et surtout que les femmes aient confiance et confiance en vous. Soyez fiers de vous, mesdames, et transmettez-le à vos enfants, mais par les garçons aussi. Pour nous respecter. En tout cas, toujours cette question d'engagement et cette question de rhizome. Moi, j'aime cette idée que nous sommes rhizomiques et ton émission l'a montré. En tout cas, j'ai été ravie aussi de faire ta connaissance. Merci Barbara. Merci Marilyn, merci Audrey, merci à vous de nous suivre. Et puis, on va remercier le seul garçon de l'émission, David, qui est derrière, là, qui est en régie, David Torres, notre réalisateur. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve sur Zitata le mardi à 20h10. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.